Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour le chat, bonjour YouTube, bonjour, il est tôt le matin. Il est tôt le matin, est-ce que tu t'es remise du Festival de Cannes ? On a tous eu une semaine un peu quand on revient d'un festival comme ça aussi intense, avec autant d'interactions, de partage, d'échanges, et que derrière, il n'y a plus rien, ça laisse une impression bizarre. Ouais, un mélange de vide et de plein, comme je dis, on est plein de choses qu'on a vécues là-bas et on revient avec un grand vide de ne plus être là-bas, et puis en général aussi avec la maladie. J'ai été en contact avec plein de gens qui m'envoyaient tous « Oh oui, je suis malade. » On a tous, ça a été l'hécatombe après Cannes. Donc, c'est vrai, toi aussi ? Ah ouais, bah oui, moi j'ai été malade, mais on était nombreux, on s'envoyait des petits messages à toi aussi, t'es au lit, donc. Mais vous avez tenu le coup. Bravo. Non, mais moi je touche beaucoup de bois là. J'ai mis plein de bois au chalet exprès parce que j'ai pas été malade depuis, je crois 2 ans, quelque chose comme ça. Alors, parfois un petit peu la gorge qui gratte, mais pas plus que ça. Donc c'est assez exceptionnel et on avait besoin de ne pas être malade. Donc merci le destin sur cette période-là, ça a été super. On va vous parler des news, on va vous parler de Board Game Arena, la plateforme sur laquelle vous pouvez jouer à plein de jeux de société. On fera notre petit tour du monde ludique. Les sorties de la semaine, il y en a énormément cette semaine, c'est une très très grosse semaine de sorties. Les financements participatifs. Il y en a beaucoup et ils sont bien. Oui, et les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes, il y en a pas mal aussi cette semaine, des vidéos sur nos chaînes. Je voulais faire un petit rappel du festival d'Épinal qui a lieu ce week-end. Pourquoi j'en fais un petit rappel ? Parce que durant ce festival, il va y avoir les Caméléons d'or, qui va être un prix qui va récompenser les illustrations de jeux de société. Et c'est un peu... alors, je sais pas si c'est une première. Je me suis pas renseignée. Je sais pas si ça a déjà existé avant. J'ai déjà vu des prix. Alors, il me semblait qu'il y en avait un sur le côté autour de Rennes, quelque chose comme ça, dans l'Ouest. Il me semble qu'en avoir déjà entendu parler par le passé, d'avoir échangé sur ce sujet-là. Mais là, il y en a pas mal cette année. Je crois que tu participes à 2 jurys. Oui, je participe à 2 jurys. J'ai été sollicitée on se doute pourquoi. C'est vraiment en réaction. Il y a eu aussi des intentions en réaction à l'apparition des IA dans le jeu de société. Donc, c'est une année comme ça. Vous me verrez pas dans tous les jurys de tous les festivals à venir quand même. D'ailleurs, dans ce jury, je suis dans ce jury, mais je suis pas toute seule. J'ai l'honneur et la chance d'être avec Théo Rivière. Je voulais rappeler la composition du jury. Il y avait Théo Rivière, il y avait donc qui est auteur de jeu, mais je pense que un bon nombre d'entre vous le connaissent. Ah oui. Quand même. Magali Villeneuve, qui est illustratrice et qui a notamment illustré des cartes Magic et de l'édition de livres et qui est aussi une sommité. Gilles Francescano, qui illustre des couvertures de jeux vidéo et de livres, et notamment la couverture de Alone in the Dark, la première en jeu vidéo. Moi, c'est ultra Madeleine de Proust pour moi. Donc hyper je suis culte. trop contente. Ouais, voilà. Et Pierre-Dan Touvenot, qui est donc l'organisateur de ce festival, qui est l'éditeur de Perte et Fracas. Et voilà. Et votre serviteur, moi-même. Et je suis très contente. Et il y aura un autre festival qui récompensera les illustrations à Montpellier en avril, mais on en reparlera à cette occasion. Donc, si vous êtes à Épinal, je serais ravie de vous rencontrer tous et venez voir cet événement. Voilà, on reparlera des jeux qui seront récompensés. Donc c'est ce week-end à Épinal. Il y a pas mal d'autres festivals qui s'organisent en ce moment. C'est la grande période des festivals. C'est parti. Il va y en avoir pendant quelques semaines jusque cet été. On a le printemps, ce qui est généralement la grosse période des festivals. Il y a Valence. Ça s'enchaîne. Ah oui, il y a Valence, il y a Toulouse à la fin, il y a plein de festivals. Ça va être, là on est en train de faire notre sélection de où est-ce qu'on va. Mais voilà, il y aura plein de festivals. Et tu as choisi du coup où est-ce que tu vas ? Ah non, oui, où est-ce que je vais ? Il y aura Montpellier et Épinal, ça c'est sûr, et j'hésite pour Toulouse, mais ça c'est loin Toulouse. Moi je sais que j'ai mon dimanche pour Toulouse, donc je pourrais presque y aller, mais en même temps un aller-retour à Toulouse dans la journée, c'est ça, c'est un jour pour y aller, un jour pour revenir, donc du coup et puis c'est le même week-end que le festival de Besançon qui est juste à côté. Donc est-ce que j'irai le dimanche à Besançon ou est-ce que je fais rien ? Et il est bien parce le festival un dimanche de je ne fais rien, je me repose. Il est bien le festival de Besançon parce que il est assez dynamique. Je ne sais pas ce que cette année il y a peu de professionnels qui y vont, surtout que c'est en même temps que Toulouse, tu l'as bien compris, donc forcément. Oui. Mais voilà, je ne sais pas ce qui se passe cette année, j'ai pas du tout regardé. On verra. Alors, on enchaîne avec une deuxième petite news.
Juste parce que c'est quand même, on pointe le truc parce que c'est quand même assez fou. Altered a donc fini son financement participatif à plus de 6 millions, je crois même presque 7 millions d'euros, et devient le jeu de cartes à collectionner le plus financé de tous les temps. Alors quand on vous avait dit au début que ça allait être historique, je crois qu'il visait 3 millions ou quelque chose comme ça. C'est complètement fou. C'est le double de ce qu'ils espéraient. C'est pas loin du top 10. Enfin, c'est vraiment dans les 15 jeux les plus financés. Alors, je suis pas sûr que ce soit pile dans les 15, mais de tous les temps, ça. Oui, À titre de comparaison, Exploding Kittens, qui avait été un succès monstrueux, avait fait 8 millions, et Frosthaven 12 millions. Donc, on est vraiment dans cette fourchette de financement-là. Ouais, c'est un truc fou. Donc, la news suivante, c'est une news qui a fait un petit peu, qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Ouais, moi j'ai vu passer qu'hier. J'avais pas trop fait gaffe auparavant, mais effectivement, on parle d'un jeu qu'on aime beaucoup. Enfin, moi que j'aime beaucoup à la base, qui fait très souvent polémique et pas toujours pour les mêmes raisons. Non, c'est ça. Mais alors à chaque fois, il fait polémique. Et donc effectivement, Puerto Rico a été qui est un classique du jeu de société, s'est vu relancer une campagne de financement participatif par Awaken Realms, qui s'était déjà occupé des châteaux de Bourgogne en collaboration avec Ravensburger, et ils ont lancé une campagne, et pour illustrer cette campagne, ils ont mis des images faites en IA, et ça a fait beaucoup de bruit sur la toile, beaucoup de protestations. Effectivement, en plus, on voyait les erreurs grosses comme une maison avec 6 doigts, avec une roue qui rentrait dans le corps du personnage et tout. Et bien sûr, quand c'est des grandes entreprises comme ça, qui ont les moyens, normalement, ça fait grincer des dents assez fortement. Et là, ça a été si fort que Ravensburger est intervenu, et ils ont retiré les images en IA du projet, du projet. Et ça a été, et il y a eu des promesses de fait qu'il n'y aurait pas d'IA dans les illustrations, dans la version finale du produit. C'est un peu en fait, c'est surtout un événement, c'est surtout une news parce que c'est une première dans ce genre de, on fait un rollback, on recule sur ce qu'on a fait à cause des protestations et à cause des réflexions qui sont faites autour de ça. Ce qui prouve que c'est pas si simple d'imposer les images en IA, et que les gens ne sont pas n'en ont pas tant rien à faire que ça, en fait. Il y a des retours, et puis surtout c'est le fait qu'ils le disent pas aussi. À la limite, ils feraient quelque chose avec des IA, on le verrait très clairement. Bon, on participe pas, mais en connaissance de cause, là, c'est pas dit, et donc forcément les gens réagissent. Les réactions sont inévitables. Oui, d'ailleurs, c'est sur le site de GameFound qui, lui, ne précise pas quand un projet est fait avec des IA, alors que Kickstarter le fait. Donc, il y a aussi GameFound qui, en ce moment, se pose des questions sur est-ce que on va mettre les mêmes conditions que Kickstarter. Bref, il y aura à suivre de cette affaire, mais c'était au moins ils ont mis fin. Alors, je pense que le but c'était quand même de mettre fin au bad buzz parce que c'était pas une bonne publicité pour eux, et donc voilà. Surtout pour dire qu'ils étaient revenus sur leur première décision. D'ailleurs, si ça se trouve, ils n'avaient pas l'intention d'avoir d'IA dans le produit fini dès le départ, mais quel est l'intérêt je sais pas, les images sont pas terminées, peut-être. Des fois, ils utilisent juste pour la communication, ça va vite, ils font des images rapides, ça leur permet de lancer les. Oui, mais on parle d'un financement participatif, donc tu pledges sur une information. Exactement. Quand même. Tu as besoin de savoir ce que tu achètes. Tu veux pas juste sur une promesse. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Non, mais tu as tout à fait raison. Moi, je vois les choses comme ça aussi. Mais... Ensuite, on parle jeu de rôle sur un univers qui est bien connu, l'univers de Terry Pratchett, l'univers de Discworld. Il y a déjà eu des jeux de société sur cet univers. J'ai déjà eu beaucoup de choses en réalité sur cet univers-ci. Et là, petite annonce sur l'arrivée prochaine d'un jeu de rôle. Voilà, t'as dit l'essentiel de la news. Je n'en sais pas plus, mais c'était juste parce que s'il y a des fans de Terry Pratchett, et moi j'adore l'univers de Discworld, ça fait partie des univers que je trouve assez porteurs. J'adore le jeu Ankh-Morpork, j'aime beaucoup les illustrations de cet univers-là. Et c'est un univers qui est à la fois très drôle et assez intelligent. Oui, c'est décalé. Qui est une satire du monde, en fait, et dans un univers médiéval fantasy avec des sorciers qui sont pas très doués. Et c'est drôle, c'est très très drôle. Et ils vont faire va arriver un nouveau jeu de rôle. Donc comme des fois on essaye d'avoir quelques news sur le jeu de rôle, je me suis dit allez hop, ça c'est une licence que j'aime bien, je vais en parler. Si vous voulez surveiller ça, c'est sur le site modiphius.net, et vous pouvez être informé de la suite de l'arrivée de ces choses.
Ouais, c'est un univers un peu parallèle, le jeu de société, le jeu de rôle. C'est toujours difficile pour nous d'en parler de manière intelligente et constructive parce que très souvent, les chaînes se spécialisent sur le jeu de rôle comme sur le jeu de figurines et comme sur le jeu de cartes à collectionner. D'ailleurs, sur le jeu de cartes à collectionner, ça va encore plus loin. Les chaînes se spécialisent sur un jeu de cartes à collectionner. C'est difficile d'en faire plusieurs. C'est des domaines qui sont très précis, très particulier, avec des passionnés qui ne s'intéressent qu'à un seul sujet. On essaye d'en parler parce que ça fait partie de notre univers, mais c'est difficile d'être pointu. Alors, un jeu qui est beaucoup plus mainstream maintenant. Voilà. La dernière nouvelle, c'est plus... ça c'est parti des petites news un petit peu insolites du monde du jeu de société. Eh bien, en fait, les aventuriers... Oui, les aventuriers du rail sont développés par Asmodée en tant que vraiment licence qui se détache en fait du jeu de société lui-même. Ça a l'air comme ça, quand on vous le dit, on va dire ça n'existait pas déjà. Pas vraiment en fait. On ne connaît pas dans le commerce, dans le grand public, on ne trouve pas des objets estampillés. Maintenant, ça va arriver. On va trouver des objets estampillés, les aventuriers du rail. Donc vous pouvez avoir... Oui, le film des aventuriers du rail, ça va être incroyable, avec cette fameuse réplique du cow-boy qui dira « Je joue rouge ». C'est très bon. Et là, en gros, vous pouvez acheter déjà des objets dérivés, des plaques en métal, des porte-clés, etc. Mais il y a, et c'est aussi le livre de cuisine. Alors, il y a le petit lien en bas de la page que je t'ai mis, si tu as envie de voir la couverture. Ça, c'est drôle. Mais, voilà, ouais. Tu peux avoir le livre de cuisine. Je l'ai pas, mais j'ai envie de l'avoir. Ah non, ils ont pas mis l'image, mais si tu cherches dans Google, tu peux trouver, il y a le livre de cuisine Les Aventuriers du Rail. Je n'ai pas été regarder en détail si ce sont des recettes qui ont un rapport avec le train, mais j'ai trouvé l'info assez rigolote. Vous pouvez trouver ce livre sur Amazon pour les fans qui veulent compléter, pour les complétistes qui veulent avoir toutes les boîtes des Aventuriers du Rail et le livre de cuisine, c'est possible en fait. Voilà. À base de charbon, dit Coco Creep pour les recettes de cuisine. On va voir si c'est comme la bataille navale où il y a eu un film avec cette fameuse réplique aussi C3 touché qui arrive. Je crois qu'elle arrive vraiment dans le film. C'est un souvenir un peu vague parce que ça m'a pas passionné plus que ça. Mais il me semble qu'à un moment, même si le film n'a plus grand chose à voir avec le jeu, à un moment il y a une phrase de ce type-là. Je pense que ça peut être une blague que tu peux faire jusqu'à la fin de l'émission. À chaque fois qu'on parle d'un jeu, mais oui, il y a le film. Non, mais là c'est vrai, ça s'appelait Battleship, je crois, si je me trompe pas. Ok. C'est possible, mais je suis pas sûr que la réplique C3 y était. Peut-être c'était C4, je me souviens plus. Mais... Et vous êtes 240 à nous regarder en direct sur Twitch. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Allez, on est toujours impressionné que vous leviez comme nous aussi tôt le matin. Nous, on se rend compte à quel point c'est difficile. Donc, bravo, bravo à vous qui êtes matinaux sans autre raison valable que de nous suivre, peut-être d'aller au boulot. Ça, c'est possible aussi, on n'est pas sûr. Mais on pense que c'est pour nous. Alors, on va enchaîner avec Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez jouer à des jeux du monde entier. Mais juste avant, forcément, on va mettre un petit jingle. Jingle. Le jeu qui arrive cette semaine sur Board Game Arena, auquel vous pouvez jouer, sur lequel vous pouvez vous affronter peut-être avec vos copains, parce que ça on est sur un type de jeu où il se passe des choses autour de la table aussi. C'est 3000 truands. Hop, c'est pas ça. Ah, c'est bien, tu te souvenais du titre français, ça m'échappait, j'étais là, 3000 Scoundrels. En plus, je le dis moitié français, moitié anglais, ça ne va pas. C'était quoi déjà la traduction? C'est 3000 truands. Mais il n'a pas fait tant parler que lui, ce jeu, quand il est sorti en version française. On a eu une grosse annonce, on s'attendait à un jeu qui marche énormément. Finalement, on y a joué. Moi, je trouvais ça plutôt agréable, on a passé une bonne partie. Ça m'a pas plus emballé que ça à la base, mais donc j'ai pas tant rejoué que ça. J'en ai peu entendu parler par la suite. C'est pas un jeu sur lequel on est beaucoup revenu. C'est l'occasion de s'y remettre, c'est l'occasion de le redécouvrir. Il est disponible sur la plateforme parmi des tonnes d'autres jeux. Est-ce que tu joues un peu sur Board Game Arena en ce moment? Quand j'ai le temps, j'ai fait un peu de petits jeux Pixies, Solstice, tout ça, mais j'ai pas le temps de me lancer dans des grands jeux sur Board Game Arena en ce moment. Oui, moi là, c'est la période de Cannes. On est encore sur cette énergie de Cannes. Ouais. Je me suis pas remis depuis un mois environ, mais j'ai beaucoup fait de Planet Unknown. Moi, j'étais là-dessus, en boucle. C'est bien. Et c'est vraiment le genre de jeu qui me correspond bien sur BGA. Je te dirais, dès que j'ai un nouveau jeu, je suis très en boucle, moi, sur un seul jeu, ce qui est le contraire de ce que je fais sur table. C'est marrant, cette façon de consommer le jeu qui n'est pas forcément la même. Sur le net, je joue toujours au même.
sur table, je joue toujours à des jeux différents. Oui, je suis assez d'accord. C'est un peu pareil. Mais c'est normal parce que sur le net, t'as pas à refaire la mise en place. Donc, tu peux enchaîner les parties sans ranger la boîte ni rien, puis ça va plus vite. Mais pour la découverte, je trouve que ça vaut jamais d'être sur table, quoi. Donc, avec ce fameux terme de poncer les jeux, ça, je le fais sur Internet. Je vais tester plein de trucs. Je sais pas pourquoi on dit poncer les jeux. Quel est le rapport avec le bois? On voit bien l'idée, quoi. Ouais. On les use, quoi. C'est pas possible. Voilà, ça c'était la petite news sur Board Game Arena. On va passer à la rubrique où tu nous emmènes en voyage chaque semaine, le tour du monde ludique. Jingle. Alors, quelques jeux à découvrir. Il y a pas mal de trucs qui m'intéressent, moi, cette semaine. J'ai trouvé ça assez enthousiasmant, cette rubrique-là, cette semaine. On commence par lequel ? Je vais les faire dans l'ordre de ce que je les ai mis dans le document que nous partageons actuellement. Le premier jeu, c'est Inori. Qui a été, alors en fait c'est un jeu qui a été pour la première fois présenté aux médias à Cannes. Je précise juste avant que quand on parle d'ordre de document, parce qu'à chaque fois on en parle, chaque semaine les gens se demandent de quoi ils parlent exactement. On a notre document commun et puis moi après mes images se classent par ordre alphabétique, ce qui fait que c'est pas toujours tout à fait dans le même ordre, donc j'essaye de suivre, et comme c'est 2 semaines différentes des fois, parce que j'ai eu un commentaire une fois des gens, Martin a du mal à suivre, faudrait organiser différemment. Non, pas du tout, mais je navigue entre mes 2 fenêtres, il y a une petite seconde de latence des fois. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On n'est pas pressé, on est tranquille. Donc Inori est un jeu de Mathieu Aubert et Théo Rivière qui était donc présenté aux médias à Cannes chez Space Cowboys. J'en avais pas parlé la semaine dernière parce que j'étais pas sûre qu'on pouvait encore en parler. C'est toujours tendu de savoir quels sont les jeux dont on peut parler ou dont on ne peut pas parler. Mais là voilà, l'annonce a été faite officiellement sur la page de Space Cowboys hier ou avant-hier. C'est illustré par Suzanne de Montron. C'est un jeu. Alors c'est un jeu qui déjà c'est rigolo parce que personne ne retient son nom, donc ça donne toujours Inora, Inori, Onigiri. Tout le monde dit mais t'as joué à ce jeu Oniri. Enfin bon bref. Moi ça me fascine Inori. Ça. Le choix des titres en japonais. Alors c'est par rapport au thème du jeu évidemment. C'est pour ça qu'il y a un titre en japonais. Mais ça me fascine à quel point il y en a toujours en se disant c'est bon, un titre japonais ça passe dans toutes les langues. Du coup il n'y a pas de problème. Mais d'un autre côté on les confond. Donc c'est pas forcément si pratique que ça. Il y a peu de titres en français à l'étranger. C'est vrai. Donc là, nous serons dans le village d'Inori et il y a un arbre sacré au centre du village où vivent des esprits, Et les chefs de village vont faire des offrandes et faire des autels en espérant de devenir le grand gardien de l'arbre pour l'année prochaine. Alors c'est des thèmes. Moi, je suis toujours assez hermétique à ce genre de thème. Quand on m'explique, vous êtes dans une ferme, vous élevez des cochons, vous allez les vendre. Pour moi, ça c'est très clair. Et là, je me dis toujours, donc il y a une arbre, il faut que je fasse des offrandes pour devenir ça me prend 2 secondes. Je sais pas les gens, moi c'est le genre de thème qui est assez hermétique pour moi. Donc dans ce jeu en fait, ça va être un genre de placement d'ouvriers. On va faire des offrandes sur des cartes et on va être plusieurs à faire ces offrandes sur des cartes. Et quand une carte est complète, elle va être changée et on va obtenir des bonus. Et donc on essaie d'être présent sur les cartes qui vont être complétées. Je vais pas décrire les mécaniques en détail. Ce que je vais quand même souligner, c'est que les auteurs, donc c'est Théo Rivière qu'on connaît bien et Mathieu Aubert qui avait fait Shadows of Amsterdam et j'ai eu les Packet Chips à 2 hein. Ouais, ce sont les 2 auteurs de Packet Chips. Tout à fait. Et il y a un enthousiasme autour de ce jeu, autour de moi. Donc moi j'ai très hâte d'y jouer parce que j'ai eu beaucoup de retours en mode c'est plutôt très chouette. Donc après est-ce qu'ils ont joué ou ils ont juste trouvé le visuel très chouette? Non mais il me fait assez envie. J'ai pas joué sur Cannes, je regrette, mais j'avais pas le temps de faire des parties. On était tellement en train de courir de partout mais le reste de l'équipe y a joué et peut rentrer plutôt emballé. Donc j'ai hâte moi aussi de le découvrir à mon tour. Ça y est, là maintenant j'ai du temps, je peux faire les trucs. Il n'y a plus les éditeurs ni les stands. C'est bien dommage quand même. C'est ça.
Alors- J'ai plus les jeux, mais j'ai le temps. Super. Alors, un petit remerciement à tous ceux qui s'abonnent. Pour ceux qui nous regardent sur Twitch, j'en profite là, puisque je vois qu'Antares est présent et il a remercié les abonnements. Merci à lui de relayer ses remerciements. Donc, merci à Goldust, merci à Miroslav Dragan, à Danner qui a renouvelé son abonnement également. Merci à Play24, à Passion Jeux FR, et merci à tous ceux qui s'abonnent aussi sur Tipeee également, qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser toutes ces vidéos et de vous parler des nouveautés qui arriveront bientôt en français. On est dans cette rubrique-là. On vous parle maintenant de Pina Colada Dice. Ouais, Pina Colada Dice, c'est... alors là, on a plusieurs jeux chez Yellow. Oui. Donc le premier, c'est Pina Colada Dice de Yann Dupont, illustré par Croco Tamé, et ça c'était aussi présent à Cannes. Hein. Là, tout ce dont on parle était plutôt présent à Cannes. Et celui-ci, c'est dans une petite gamme. Ils ont fait une gamme de jeux de dés. Il y en a eu un ou deux qui sont... Alors certains qui sont rethématisés. Enfin, rethématisés. Comment on dit quand on remet un logo sur un jeu? Relogoifié autour des jeux de dés. Et puis légèrement, je ne sais pas si la couverture était exactement la même. C'est Peut-être. pour 2-4 joueurs à partir de 8 ans, des parties de 10 minutes. C'est le genre jeu très très court, qui me fait penser un petit peu à ce que Roll and Bump était, mais sans le bump. C'est-à-dire que nous avons des dés et à notre tour, on va faire un genre de Yahtzee. On va avoir 3 lancers de dés pour pouvoir se placer sur des cartes selon certaines combinaisons. Et on va essayer en fait d'être présent quand on arrive à faire la combinaison qu'il faut d'une des cartes. On peut se mettre dessus avec son petit cocktail de sa couleur. C'est joli, on va hein? essayer d'être... Ouais, c'est plutôt joli. Et on va essayer de faire une ligne ou une colonne complète, un peu façon Morpion, je crois. Et c'est le genre de jeu tout simple. Moi, j'aime bien le Yahtzee. Hein. C'est une mécanique que j'adore. Qui se base sur le stop ou encore. Moi, dès qu'il y a du stop ou encore quelque part, ça marche assez bien sur moi. Donc, même quand c'est des petits jeux qui sont pas forcément ultra novateurs ou ultra profonds, moi, je m'amuse parce que j'adore déjà le simple Yahtzee. Juste jouer au Yahtzee, ça me va. Donc, quand on rajoute un petit peu d'emballage et un petit peu de c'est thème, un excellent jeu. Ouais, le Yahtzee, c'est un excellent jeu. Vraiment, j'apprécie beaucoup celui-ci. Il y a beaucoup d'éditeurs de jeux de société modernes qui s'inspirent du Yahtzee pour faire moins bien. C'est toujours surprenant. Alors là, je sais pas, on n'y a pas joué, mais on est curieux de découvrir celui-ci. Exactement. Le suivant, c'est toujours chez Yellow, c'est Dragardien. Alors celui-là, c'est en fait, moi je l'avais vu à Essen dans son Dragon Keeper, et il avait eu un succès fou parce que on était en Allemagne et que c'est Michael Menzel, l'auteur et l'illustrateur. Et Michael Menzel, là-bas, c'est une superstar. C'est comme si Vincent Dutré en France faisait un jeu dont il est l'auteur et l'illustrateur. Mais c'est pas de ça. Voilà, c'est un peu l'équivalent Pierrot de Michael Menzel, je trouve, dans notre une personnalité qui est présente sur tous les plans. Il fait ses jeux, il les illustre. Il a fait Andorre, évidemment, qui a gagné l'As d'Or et le Spiel. Et là, voilà, il revient avec un nouveau jeu, Dragardien, une plus petite boîte, visiblement. Ouais, petite boîte, petit principe de jeu, mais assez rigolo. Alors, je me rends compte qu'on me l'a très bien pitché il y a 2 jours et que j'ai déjà c'est fou, hein, à force d'entendre des infos, je suis là, je regarde et je fais comment ça marche déjà. Non, en fait, les cartes il y a 2 paquets. Vous voyez, les cartes ont 2 versants. Elles ont un versant dragon et un versant avec des chiffres et des petits dragons. Et en fait, la partie livre qui est ouverte sur l'image là vous dit ce que vous devez avoir devant vous pour avoir la combinaison gagnante et gagner les bonus. En fait, là, par exemple, il faut avoir 2 dragons verts devant soi. Et donc, on va essayer de récupérer des dragons sur le marché et pour les poser devant soi. Mais pour avoir ces combinaisons là. Mais il y a un petit twist puisque on va et c'est là que je ne me souviens plus tout à fait. On va récupérer des cartes dragons supplémentaires. Voilà, on va pas rentrer dans le détail supplémentaire, mais par contre, ça avait l'air d'être ce genre de jeu qui est avec une mécanique très simple, très épurée, avec très peu de matériel, mais avec le petit twist très marrant, un petit peu sympa qui fait la différence. Celui-là, moi, me fait très très envie parce que j'aime bien le twist. Et maintenant, faut y jouer pour savoir si c'est bien, quoi.
Bien sûr, mais on reconnaît à la fois son style, à la fois le côté qui est un peu mécanique, hein, malgré tout. C'est des jeux mécaniques qu'il nous fait, mais avec un fond de narratif qu'il aime bien également. Voici pour ce nouveau jeu qui sortira chez Yellow, donc pour la version française. Et on remercie Sophie qui a abonné 10 personnes sur notre chaîne, Sophie78. Merci beaucoup de nous soutenir. Guilty Monaco sort en mai. Et Guilty Monaco, c'est tout simplement la suite de le nouvel épisode de Guilty, qui est cette nouvelle série chez Yellow de jeux d'enquête très richement composés, avec beaucoup de textes, avec aussi de très très bonnes fausses pistes. C'est ce genre de jeu d'enquête où j'aime bien parce que ça, c'est pas une ligne droite, on va avoir beaucoup d'options et on est très capable de se diriger vers une fausse piste et se dire mais oui c'est ça, puis non en fait pas du tout. Ah oui, il y a un bel écho sur le premier jeu de Johan Servet qui est sorti. Effectivement, c'est lui aussi qui va signer celui-ci. Voilà. Celui-ci se passe à Monaco en 1955 et bien sûr il va y avoir des histoires de courses de voitures. Enfin, il y a un trajet en voiture dans Monaco. Il faudra pouvoir se déplacer à l'intérieur de Monaco. Bref. On peut pas dire grand chose de l'histoire puisque ça serait dévoiler vraiment le début de l'enquête, mais on vous laissera découvrir ça. Moi, j'aime bien l'univers qui a été choisi pour le coup dans cette boîte-là. La nouvelle, c'est le fait qu'il y ait un nouveau jeu dans cette gamme-là et sur un univers qui est pas commun quand même, donc c'est chouette. C'est chouette que les univers bougent un petit peu dans le domaine du jeu de société. Et puis, nouveau Unmatched qui va sortir en français à l'automne. Coup de théâtre cette fois-ci, et là, on n'est pas sur des héros Marvel. Ni des... il y a de tout dans Unmatched de toute façon. Parce que là, on a un grand Shakespeare, on a, je pense, j'ai pas regardé les personnages en détail, mais ce sont effectivement des personnages plutôt de théâtre et on n'est plus dans les super-héros. Moi, j'aime bien la thématique de cette boîte-là. Ça me donnerait envie d'y retourner. Mais c'est un jeu d'affrontement, on le rappelle, où il y a des traits asymétriques avec des personnages qui viennent avec leur deck et donc leur personnalité. Et donc là, c'est un peu un coup de théâtre d'avoir mis des personnages comme celui-ci, comme cela. Voilà pour les sorties Yellow. On a une dernière sortie en français, si je ne me trompe pas. Oui, alors ça, c'est juste parce que j'ai vu des images circuler sur Facebook chez Disto Studio, qui sont un petit éditeur qui avait édité Ephios et qu'on a vu et qui ont tenu. Moi, c'est un truc que j'ai apprécié cet éditeur, c'est qu'ils ont porté leur jeu pendant des mois, des années. On les a vus et vraiment ils essayent pas d'être dans la surenchère de production, eux, pour le coup. Et c'était un bon jeu, Ephios. De Cyril Wadry et là ils arrivent en fait, ils ont annoncé à Cannes leur deuxième jeu chez eux et ça sera Daydream et ça sera de Benoît Turpin et Anthony Perron et c'est un roll and write relaxant et challengeant inspiré du Sudoku. Voilà. J'en sais pas plus, mais il y avait je suis un peu triste parce que je vais souvent les voir sur leur stand et là à Cannes je n'y suis pas allée et donc j'ai découvert les images sur internet et j'ai fait flûte. Oui, oui, on n'a pas tout fait. On reçoit des messages parfois des éditeurs qui sont un peu déçus, donc on tient à dire qu'on est désolé. Parce que clairement, moi, j'ai vu quasiment aucun stand. J'ai serré 3-4 paluches, mais c'est tout. On a, sur un festival comme ça, où on est investi sur des missions spécifiques, c'est difficile de se déplacer partout. C'est frustrant. Mais c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. En réalité, il faudrait des très grosses équipes pour réussir à voir tout le monde, parce que c'est un univers, maintenant, le jeu de société qui a explosé. 4 jours, ça ne suffit pas. Il en faudrait combien ? 15. Moi, je pense 15. Surtout si on veut jouer au jeu. Alors là, il en faut beaucoup plus. Alors, je précise que Miroslav Dragan, dans le chat, nous dit que, attention, ce sont plus que des persos de théâtre, ce sont des persos de Shakespeare. Voilà, donc j'étais pas sûre, j'ai pas voulu l'affirmer sans être sûre, mais donc dans la boîte de Unmatched, ce sont des personnages de shakespeariens, ce que je trouve très cool. Eh bien, on va quitter la France cette fois-ci et partir autour du monde. On commence par quel pays, Pénélope ? Eh ben, on va faire un grand tour des USA. Déjà.
parce que beaucoup de jeux aux États-Unis cette semaine, et on va préciser dans quels États nous allons, parce que c'est vrai qu'on dit toujours les États-Unis, mais en fait nous, quand on sait en Europe, là, on précise. Très précis là cette fois-ci. Ouais, on est très précis. Bon, alors on commence par Ziggurat, qui est là je précise pas parce que j'ai pas la précision. C'est une grosse entreprise Mindware. C'est un peu c'est du jouet aussi plus que du jeu, et ils produisent Ziggurat, qui est le prochain jeu et c'est pour ça que j'en parle, parce que je me serais pas forcément arrêté sur ce jeu, mais c'est un jeu de Rob Daviau et Matt Leacock. Avec écrit Legacy sur la couverture, et donc de ce fait on est très curieux parce que finalement des jeux Legacy qui tiennent la route surtout, il y en a pas tant que ça, et souvent on voit le nom de Rob Daviau indiqué dessus, parfois celui de Matt Leacock également, forcément. Donc là on est, moi je suis hypé déjà de base. Je sais pas ce dont il s'agit, mais je suis hypé de base. Et ben c'est un jeu, je dirais Legacy pour enfants. Ça se joue en 20 minutes la partie. Enfin il y a écrit 20 minutes sur BGG, 45 minutes sur la boîte. C'est à partir de 8 ans. Donc on va dire que c'est enfant familial. Mais il y a une pyramide. Me dis pas que ça te hype pas. Ça il y a une pyramide, ça me re-hype. Ouais. Et c'est pour 2-4 joueurs. Je pense que c'est vraiment le jeu qui se veut familial, le Legacy qu'on peut jouer avec ses enfants. C'est la Ziggurat a été abandonnée pendant des siècles. Elle tombe en ruine. Le vent a enlevé ses couleurs vibrantes et le village qui l'entourait a été détruit. Et bien sûr, il y a beaucoup ce thème en ce moment. Les choses sont détruites et on revient reprendre possession sur ces choses-là et on leur redonne vie. Et donc là, on revient pour essayer de retrouver l'esprit du feu dans les étages de la Ziggurat. Et on va jouer sur cette pyramide, en fait. On va monter sur cette pyramide, on va la découvrir, et c'est un jeu coopératif Legacy, donc il va se passer, il y a des chapitres, il va y avoir, après je ne sais pas s'il y a beaucoup de narration, mais il y a en tout cas, je pense pas qu'il y ait de la narration, je pense que c'est plus comme un My City, et à ce niveau-là, et que c'est juste un jeu qui va être évolutif avec un plateau en 3 dimensions. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais ça fait envie. Voilà, ça sera pas gros, c'est sûr. Par contre, Big sûr, ça sera gros. Oh là là. Ah non, écoute, je travaille pendant que tu parles. À un moment, je décroche un peu pour chercher la transition vers le jeu suivant. Cette fois-ci, nous allons en Géorgie pour un jeu de Mondo Davis, illustré par Tristan Rossin chez 25th Century Games. C'est ceux qui avaient fait, en fait, j'ai sélectionné ce jeu-là parce qu'ils avaient fait un jeu que j'adore qui s'appelle Three Sisters, qui est un petit roll and write. J'ai pas joué, moi, celui-ci, j'ai pas eu l'occasion. Tu m'en as parlé, tu m'as dit, faut que tu y joues, et puis finalement, on a souvent pas le temps de se lancer quand on l'a pas, c'est difficile. C'est une petite boîte, je peux l'amener un jour. Bah oui, ça fait partie de la liste de 100 000 choses qu'on s'est dit qu'on ferait un jour ensemble. Je me le note. C'est fou, ça. Ça serait si bien si j'étais plus près. Et donc, ils font pas mal de petits jeux sympas. Et là, donc, c'est un jeu dans lequel nous allons faire la route. Alors, je sais pas si c'est la West Coast, enfin, c'est une côte, quoi. Une côte avec la mer. Et on va avoir des cartes à double usage. C'est des cartes qui sont double face, avec d'un côté des ressources et de l'autre côté des segments de route. Et en fait, on va drafter des cartes pour ça y est, vous avez compris, je pense, dessiner sa route devant soi et essayer de faire la route la plus chouette, avec les meilleures vues, qui va faire le plus de points. Mais à son tour, pour payer le coût d'une carte qu'on va poser, il va falloir utiliser des autres cartes qui sont des ressources sur leur verso. Et c'est tout simple, mais ça peut être très bien quand c'est bien fait. Donc, Big Sure, je le note dans un coin de ma tête. Le jeu suivant, je sais pas si tu es déjà prêt. Je suis prêt, j'aime bien le titre. Et oui, et c'est un peu mon jeu, c'est un peu le jeu, tu vois, maintenant j'essaie d'en avoir à chaque fois un, le jeu bizarre de la sélection. Et ça, là, on va dans le Michigan, toujours aux États-Unis. C'est un jeu de Jonathan Schaffer, chez Grand Gamers Guild. Ça s'appelle Booba Kiki. Très bien ce titre, j'aime vraiment beaucoup, ça change. Moi, je suis sensible au titre, si le titre est sympa, là, celui-ci, on le retiendra. Ouais, alors celui-là, je pense que c'est un jeu qu'on ira jouer à Essen. C'est l'idée, ça repose sur le principe, alors je sais, de Booba Kiki, je crois que c'est le nom du principe, en plus, je dis pas une bêtise, qui est que, naturellement, en fait, chaque être humain associe un visuel à un son. C'est-à-dire que, et ça, des études ont prouvé que quelle que soit la langue, etc.,
souvent, ce sont les mêmes sons qui sont assortis, enfin, qui sont associés au même genre d'image. Et là, la couverture est très parlante. Ouais. À quel symbole, à quel dessin vous assortiriez Booba et à quel dessin vous assortiriez Kiki? Je pense que c'est très clair. Et je vous laisse le dire dans le chat si vous avez envie de participer au jeu. Et donc, on va jouer comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des séries de cartes avec des symboles et des séries de cartes avec des sons. Et les joueurs vont faire des choix dans leur coin et les autres vont devoir retrouver les choix qui ont été faits, voir s'il est. Alors, bien sûr, le plus facile n'est pas forcément, enfin les niveaux de base seront les plus évidents comme Booba Kiki, mais les moins évidents arriveront dans les niveaux suivants. En fait, les niveaux suivants seront un petit peu plus compliqués. Je vois que ça ne fait que des blagues dans le chat. Ça ne participe pas du tout. Alors, toi, tu aurais mis quoi pour Booba et quoi pour Kiki? Je suis en train de me poser la question parce que Booba, t'as une sonorité qui fait nous penser à bombe, mais ça c'est français. Mais par contre, Booba, c'est doux quand même quand tu le prononces, tu vois. Donc je le placerais plutôt sur l'image du haut. Kiki. Exactement. Est-ce que vraiment ça fait explosion? Alors c'est pas explosion, c'est que c'est un son piquant. Ouais, d'accord. Tiens, Kiki. Et en fait, ils ont, ouais, je le fais bien. Et en fait, ils ont vraiment vérifié ça. C'est pour ça que c'est ces deux mots qui ne veulent rien dire. Et dans quasiment toutes les langues, les gens associent Booba aux sonorités rondes et donc à un visuel plus rond. Bah, forcément, et déjà nos joues sont rondes. Donc on a envie de voir si ça marche parce que on se dit bah oui mais là c'est évident, donc est-ce que ça va marcher si c'est moins évident? Et je trouve que l'idée est très rigolote, donc on survivra. Ça fait déjà je pense que vous pouvez faire des petits clips avec les 3-4 fois qu'on a dit Booba Kiki pendant. C'est super. Moi j'ai envie d'y jouer complètement. Là, je suis hyper hypé par ce jeu. Ça fait partie des découvertes des jeux qui arriveront sans doute un jour en version française, peut-être. J'espère, et on en reparlera. Celui-là, c'est moins sûr. Hein. Je suis confiant. Ça s'appellera Booba Kiki. Donc le suivant, c'est ça c'est parce que très égoïstement, je suis assez fan des jeux Thunderworks Games. Donc c'est chez Thunderworks Games. C'est Citizen of the Spark. On est dans le Wisconsin. C'est un jeu de Philippe Dubarry. Alors Thunderworks Game, à chaque fois je le rappelle, ce sont c'est la maison d'édition qui a fait Cartographeur, qui a fait Role Player, qui a fait Lockup. Et j'aime bien leur jeu en général. J'ai pas joué à Lockup, moi. C'est très chouette Lockup. Ouais. C'est très très sympa. Ouais, c'est très chouette. Je l'amènerai avec Three Sisters. Avec Three Sisters. Je vais faire une petite valise, faire une étagère que de ce que je dois amener un jour au chalet. Des chouettes illustrations sur des petites cartes avec des effets déjà au visuel. On se dit, en voyant le matériel, on peut essayer d'imaginer si c'est le genre de jeu auquel on a envie de jouer. On comprend très vite. Là, je vois des petites colonnes de cartes. Je me dis, c'est dans un domaine. J'ai mes habitudes dans ce domaine-là. J'ai envie d'y aller. Exactement. Eh ben, tu as tout dit. En fait, c'est exactement ça. C'est le genre de jeu où on se dit, je connais un peu. En gros, on va récupérer des cartes au centre de la table en les draftant par groupe. Alors ça, j'ai pas bien compris. Ils disent juste groupe de cartes. Est-ce que c'est une ligne, une colonne? Est-ce que c'est les cartes du même style? Je ne sais pas. Et on va les ajouter dans notre propre tableau. Et plus on a de cartes dans un type de couleur, plus la force de l'activation de ces cartes sera puissante, et le but étant d'avoir le plus d'étoiles de personnages avec des étoiles. Alors le thème du jeu est un peu étrange, c'est des Citizen Spark, et ils mettent quand même dans la description du jeu quelque chose ils disent le sort des créatures, le destin des créatures touchées par l'étincelle de l'intelligence. Ah. Oui, Spark of Intelligence. Ils ont regardé une de nos émissions, je pense. Alors, bravo. Non, vraiment bravo. Elle est bonne. Et donc, voilà, ce sont des animaux qui sont doués d'intelligence, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le tableau où il y aura le plus de petites étoiles, comme on peut le voir sur les cartes, qui remportera la partie. Ils disent à la fin, c'est bien pour les fans de Dominion, de Smash Up, de Everdell, de Wingspan. Je trouve que c'est très large, et c'est. Oui, parce que j'aime pas tout là dans la liste. Il y en a que j'adore et puis il y en a que j'aime pas. Voilà. Et ils disent des magnifiques animaux anthropomorphiques. Oui, alors ça, des animaux anthropomorphiques, on en voit un paquet en ce moment, quasiment. D'ailleurs, on va en reparler d'un autre jeu avec des animaux anthropomorphiques. Moi, j'ai hâte que. Enfin, c'est sympa les animaux anthropomorphiques, mais j'aime bien quand c'est pas que des animaux anthropomorphiques. Voilà, je le dis. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la couverture et l'artwork sur les cartes. Donc, moi, je fais assez confiance à cet éditeur en général, donc il faudra voir. Le jeu suivant, nous allons en Alabama.
Et là, alors j'ai vraiment peu d'infos sur celui-ci parce qu'il y en a peu, hein, tout simplement. Oui. Mais c'est comme on va voir arriver Wonderland's War dans nos contrées, enfin là, il doit sortir incessamment sous peu chez Lucky Duck Game. Eh bien, c'était l'occasion de dire que il y a dans l'univers de Wonderland's War un jeu qui va arriver qui s'appelle Matkala. Alors, je ne sais pas s'il va arriver chez nous, mais c'est un jeu de joueurs de 10-20 minutes à partir de 9 ans. C'est toujours les mêmes auteurs, je crois, que Wonderland's War. Si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier ça tout de suite. Mais c'est Aaron Ash et Manny Tremblay. Et maintenant, je dis n'importe... Ah si, Manny Tremblay est sur Wonderland's War. Et il est surtout aussi sur Dice Throne. Vous le connaissez bien pour Dice Throne, Manny Tremblay. Et donc, c'est un jeu de 1 contre 1, asymétrique, où les joueurs vont s'affronter dans une bataille d'audace et de chance. Donc, j'imagine peut-être... Alors, il y a marqué qu'il y a du Take That. Le Take That, c'est du prends dans ta face. Hein, en gros, c'est des jeux assez agressifs, assez directement, où on va piquer des cartes à l'autre, détruire des trucs chez l'autre, etc. Là, c'est marqué que ça sera de la abstract stratégie, donc un jeu de stratégie abstrait, surtout un jeu abstrait. Et dans la description, ils expliquent qu'on va récupérer une petite assiette avec des perles dedans, une petite. Donc on est toujours chez le chat fou, je sais plus comment il s'appelle, le chat au chapeau, de l'univers d'Alice. Et on aura donc ces assiettes comme au moment où ils prennent le thé. Voilà, la séance du thé avec fou. Le chat du Cheshire. Le chapelier fou. Ouais. Le chapelier fou, voilà, ça me revient. Et donc, on va prendre des petites assiettes avec dedans des perles, et en fait, on va égrener les perles, et à la description, je dirais que c'est quand même une mécanique de Mancala, pardon. Et c'est pour ça que ça s'appelle Matkala. Donc ça va se baser sur la mécanique du Mancala pour choisir les actions qu'on va pouvoir faire à son tour. Donc ça a l'air d'être quand même riche dans un petit jeu. Donc voilà, ça vient d'être annoncé. Tout juste, ça sort du four. On continue le suivant. Je n'en aurais pas forcément parlé si ce n'était pas un auteur qui est l'auteur de Barcelona, Windmill Valley, donc un auteur et Arborea, qui vient de sortir, qui va sortir cette année, donc un auteur qui a pas mal d'activités en ce moment. Ça, là, on est revenu en Espagne. On quitte les États-Unis, on revient en Espagne. Les États-Unis, voilà. On arrive en Espagne. Ouais, et d'ailleurs, on le voit, hein, le thème est particulièrement espagnol. C'est un jeu donc de Dani Garcia. Oui, complètement. Voilà, des animaux anthropomorphiques, parce que ça faisait longtemps, qui sont en gros, la mafia au Japon, hein, et c'est un genre de mafia où on va être à la tête de clans félins qui ont une espèce de monopole sur les sushis, et on va essayer d'être l'héritier du grand chef et d'être à la hauteur du grand chef de tous les clans, et de le mieux contrôler nos districts et nos chaînes de commandes. Donc en gros, voilà, c'est la production de sushis et la distribution au travers de la ville de Mininogata. Et dans ce jeu, en gros, ça va être du tableau building. Alors ils le décrivent bien dans la ligne. C'est un petit jeu qui est assez funky. Je sais pas comment on dit en français, mais assez. Oui, il faut réfléchir. Oui, voilà, qui demande à la réflexion. Donc les cartes sont à la fois les actions et les buts à achever, et on va pouvoir jouer. Il y a de l'action simultanée, et on va faire un tableau building devant soi. Ça a l'air d'être plutôt intéressant à jouer. Donc c'est pas l'artwork qui m'aurait le plus attiré sur celui-là. Réflexif, oui, merci Tim Rage dans le chat qui me dit réflexif. Cérébral, oui, bien sûr. Voilà, mais ça parle. Merci pour votre aide quand on loupe des mots le matin, c'est plus difficile de se repérer. Merci. Et voilà, donc celui-là est à venir chez Combo Games. Et enfin, le dernier, nous partons très loin en Nouvelle-Zélande. Oui, j'aurais pu y aller avant de revenir en Espagne, j'en ai bien conscience. Nous partons très loin en Nouvelle-Zélande pour parler de Inventors of the South Tigris, qui est donc le 3e volet de
la trilogie du Tigre du Sud de Shem Phillips, toujours illustré par Zomiko. Ouais. Et on voit plein de choses sur la table, de nouveau. Voilà. On voit qu'il ne va pas dans la légèreté, puisque celui-là est noté 4,14 sur 5 en difficulté sur Board Game Geek. Ah là là. Moi, j'ai fait ah là là aussi. Je sais pas si le précédent était plus complexe ou moins complexe. J'aurais dû aller voir. Je vais jeter un œil. Mais j'ai trouvé les deux derniers un poil trop. Voilà. Un poil trop, beaucoup d'iconos, pas toujours ultra clair et pas toujours ultra logique, faisant sens de mon point de vue. Mais moi, je lui donne toujours une chance parce que j'ai adoré la deuxième trilogie, parce que on ne sait jamais, parce que c'est pas parce qu'il y en a deux qui nous plaisent moins que le troisième nous plaira pas. Et dans celui-ci, alors dans les deux premiers, on avait eu des savants, des explorateurs, et là, on a des inventeurs et on va devoir faire des inventions. Donc, on voit toutes les tuiles qui sont sur le plateau, ce sont des inventions qu'on va devoir réaliser pour être... On est toujours en 850 après Jésus-Christ dans le califat abbasside, et on fait partie de ces inventeurs de cette époque un peu très riche scientifiquement, et on va devoir inventer des inventions incroyables et pour influencer les trois guildes scientifiques. Il y a toujours eu beaucoup cette histoire dans les trois dernières trilogies d'influence au niveau de guildes, etc. C'est toujours les mêmes iconos, le même matériel. C'est un principe pratique. Je me dis, pour la production et la fabrication, ça doit être super pratique. C'est des habitudes aussi, je pense, en termes de graphiste, il cherche un petit peu moins parce qu'il a ses habitudes. Ouais, mais c'est rigolo. Tu te dis, en fait, tu changes l'habillage, mais tu gardes les mêmes meeples, les mêmes. Tu peux l'effet vraiment, de collection, un effet de collection. Donc voilà, ça va. Non, moi non plus, pas du tout. Je trouve ça plutôt intelligent même. Voilà, donc ça sera, je ne sais pas pour quand, mais c'est en Nouvelle-Zélande. Et ça va arriver chez nous, c'est sûr, puisque Pixie localise tous les jeux de Garfield Game. Voilà, pour ces sorties qui arriveront un jour ou l'autre sur vos tables. De toute façon, même ceux qui sont en langue étrangère, on a la possibilité de les récupérer aussi. Ne serait-ce que quand on va à Essen, qu'on voit tous ces jeux-là, parfois on les achète. Toujours, on a tous commencé comme ça, en version originale, avant les versions françaises qui arrivent souvent quand même, malgré tout, quand les jeux sont reconnus par les joueurs. On passe à la rubrique des jeux qui sont déjà disponibles, que vous pouvez acheter en boutique. Il y en a beaucoup cette semaine, comme la semaine dernière. On va aller vite sur chacun d'entre eux et on va revenir sur vos statistiques, mais juste avant, le jingle. Je peux qu'imaginer cette musique. Comme à chaque fois, vous pouvez voter vous pouvez nous indiquer plus exactement si ces jeux, vous avez envie d'y jouer ou pas. C'est le principe de cette rubrique-là. Ça se passe, parce que vous me posez la question à chaque fois, ça se passe sur notre Instagram. Donc, abonnez-vous à notre Instagram, c'est dans les stories. Les stories vous permettent d'avoir ces fonctions de sondage une fois par semaine, en début de semaine, entre le lundi et le mercredi. On poste toute la liste des sorties. Là, on l'a fait le mercredi parce qu'il y en avait tellement que j'ai pas réussi à les anticiper avant. Je sais plus combien j'en avais. Une grosse vingtaine, 22, je crois. Il y en a énormément ce mois-ci. Ouais. Et encore, je mets pas toutes les déclinaisons des jeux à collectionner sur lesquels il y a des nouveaux boosters, ce genre de choses. Ça, je les mets pas à chaque fois parce que c'est pas une information capitale. Ouais. On va les regarder rapidement, on va revenir dessus, puis je vais vous donner vos statistiques, c'est-à-dire vous êtes plusieurs centaines à participer à chaque fois, un millier à ouvrir ces différentes stories. Merci beaucoup à vous, parce que ça a de la valeur du coup, et ça donne une indication forte c'est l'indice de buzz, un peu quand même sur la communication que les éditeurs ont fait avant et les envies que ça a généré parmi vous qui êtes joueurs. Donc le premier jeu que l'on voit, c'est 6 qui prend l'édition 30 ans. Gigamic, faites les anniversaires de ces jeux, celui-ci de World of Warcraft qui s'installe depuis très longtemps. Vous êtes quand même 42% à avoir envie d'y jouer, parce que souvent les chiffres sont un peu plus faibles sur les jeux qu'on connaît déjà par cœur. C'est le cas également, alors arcade, 37% d'entre vous avaient envie de jouer. Ça, c'est une nouveauté arcade, c'est un jeu qui est publié par Ozu, signé par Johan et Lucas Dufour, un jeu dans lequel on va jouer en temps réel, un petit peu comme dans les jeux vidéo. On peut jouer en temps réel, en tout cas il y a plusieurs modes de jeu à l'intérieur, et il est plutôt chouette celui-ci. Ouais, on y a joué au chalet, c'était chouette celui-là, j'avais bien aimé. 37% avaient envie de jouer à ce jeu familial.
Balloon Pop, c'est publié par Yellow. Petit jeu avec des jolis dés transparents que l'on va placer, qu'on va pouvoir faire éclater. Forcément, le titre correspond évidemment à la sensation qu'on a pendant le jeu. Vous êtes 37%. J'y ai joué, moi, et je trouve que la promesse était plus forte que le résultat du jeu. Ça n'explose pas tant que ça. On n'a pas une impression de « ouais, c'est super ». C'est un peu « ouais, ok ». Mais vraiment, ça tombe un peu à plat, quoi. J'ai été un peu déçu par Balloon Pop, il avait remporté un prix, pourtant en Finlande, où oui, il était le meilleur jeu de Finlande ou le meilleur jeu de, enfin voilà. Mais moi, j'ai été plutôt déçu. Et ben moi, il est sur ma pile des jeux que je veux jouer. Donc, je n'ai pas encore joué, donc je ne donnerai pas mon avis dans cette matinale, je ne pourrais pas vous le dire. Boréal, par contre, j'y ai joué. Moi, j'ai bien aimé Boréal. Alors, c'est pas beaucoup le compare à District Noir parce que c'est le deuxième jeu de l'éditeur, et c'est aussi un jeu à deux, mais ça n'a rien à voir. C'est très différent et ça ne correspondra pas au même type de joueur. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la communication a très très bien marché parce que vous êtes 80% à avoir envie de jouer à Boréal. C'est énorme. C'est le deuxième jeu qui franchit la barre des 80% après Pixie chez Bombix. Du coup, je confonds. C'est très bien Boréal. Moi, j'aime bien. Il y a un aspect classique, mais il y a un vrai twist nouveau avec cette gestion de ressources et la petite réglette, comme on dit. Je vous laisse découvrir ça, mais c'est vraiment très très bien. C'est chouette. Très chouette. 81%, c'est le gros score de cette semaine. Je regarde un petit peu, est-ce que c'est pas le seul jeu qui dépasse les 50%? C'est pour vous dire, quand même. Il me semble bien. Non, il y en a un deuxième. Ensuite, le suivant, c'est Mon Chihuahua en pyjama. Donc là, on est dans les jeux éducatifs, forcément, c'est pas les mêmes pourcentages, mais c'est un usage qui est quand même très spécifique. 6% d'entre vous avaient envie de découvrir ce nouveau jeu de la gamme Arithma. Défi et sortilège, c'est là on est dans les jeux de rôle, et les livres-jeux plus exactement. Celui-ci est signé par Gildas Sago et vous êtes 12% à avoir envie de le découvrir. Exit, l'héritage du voyageur. Je ne sais pas à combien de boîtes on est d'Exit, de cette grande gamme de jeux d'enquête, d'escape, plus exactement signé Inca et Marcus Brandt. Commence à y en avoir beaucoup. Ouais. Ça continue à sortir. Je pense que j'ai l'impression qu'il y en a au moins 20 minimum. Mais c'est peut-être un rêve, mais c'est fou. Vous êtes 42% à être toujours partant pour découvrir les nouveaux jeux d'escape. Tu as joué à celui-ci, Gold West, un jeu de Alex Kevern, publié par Matago. Alex Kevern, c'est l'auteur qui avait fait Exposition universelle, pour ceux qui se souviennent de ce jeu. Gold West, c'est un ancien jeu en fait qui est réédité, qui date de 2006 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez vieux. Ils l'ont refait tout beau et c'est très bien. C'est vraiment essentiel comme genre de mécanique, très épuré, on va essayer d'avoir un peu de contrôle de territoire. Il y a une mécanique assez originale de gestion des ressources, très contraignante, où on a des choix très difficiles à faire. Moi, son seul bémol, c'est que je le trouve vraiment cher, quoi. Là, 65 € quand même, ouais. Oui. Aurora Arkham, le jeu de cartes, nouvelle boîte, le festin de Hemlock Vale. Vous êtes 24% à avoir envie de découvrir ce jeu, mais alors il y a eu plein de boîtes aussi. Là, forcément, pour ceux qui ont toujours joué toutes les boîtes et qui ont envie de se relancer dans l'aventure, forcément, c'est un public spécifique. Kutnaora, c'est le deuxième jeu qui franchit la barre des 50%. 56% d'entre vous avaient envie de vous lancer dans ce jeu dans lequel vous avez fait construire de l'argent. C'est trop bien, Kutnaora. Des mines d'argent, c'est très chouette comme jeu. C'est plutôt gamer, mais c'est pas un jeu difficile en termes de compréhension de règles. Ça reste très accessible, mais ça s'adresse évidemment aux amateurs de jeux de gestion. Mais le matos, c'est incroyable avec ce rendu argenté sur tous les éléments du jeu. Là, avec ce rewood à l'intérieur. Ouais. Moi, j'ai adoré ma partie. Enfin, faut voir à la rejouabilité si on a envie d'y retourner beaucoup, mais pour l'instant, j'ai envie d'y retourner et j'ai vraiment trouvé ça très cool. Voilà, c'est un des jeux de gestion de cette année. Ensuite, on m'a corrigé, c'était 2015 le jeu de Gold West. Désolé pour la mauvaise date. Le chemin de la maison, la nouveauté Space Co, signée par un auteur classique, Léo Colovini, que l'on connaît bien également, illustré par Sepio. Vous êtes 31% à avoir envie de découvrir ce jeu pour enfants. Forcément, les jeux 31%, c'est un bon chiffre pour les jeux pour enfants parce qu'on parle d'un public spécifique, mais les jeux Space Co en général, on sait qu'il y a de la qualité derrière, qu'il y a un développement qui est poussé sur ce genre de jeu. Vous êtes nombreux à avoir envie de le découvrir. C'est un peu moins nombreux sur Bridgerton, Love Letter, 18% à avoir envie de découvrir ce jeu-là. Love Letter, c'est un grand classique qui revient dans une version licence. Voilà, tout est dit.
Minos, donc là, on est dans le jeu de rôle, public très spécifique, 9% avaient envie de découvrir ce jeu de rôle-là. Pandemic Escape Book, si vous avez envie de vivre une escape, il y en a plusieurs, donc cette semaine, on a déjà parlé du Exit, donc cette fois-ci, Pandemic, deuxième jeu d'escape, si vous pratique, sous forme de livre, donc pratique à emmener dans le train, notamment, si vous voulez vivre une aventure. On a Port Arthur, donc ça c'est Nuts Publishing, c'est illustré par Maud Chalmel, Nicolas Roblin, c'est signé par Yasushi Nagakuro. Guro, j'ai essayé de me lancer, mais... Un petit Warto en 30-45 minutes, le genre de... Ça, j'ai bien envie d'y jouer aussi. Ouais, moi aussi, je suis assez amateur de ce type de jeu. 32% donc d'entre vous avaient envie de le découvrir. Roll Time, La Reine des Ruines oubliées, un livre-jeu coopératif signé Alexis Flamand et Jérôme Attal. 19% d'entre vous avaient envie de le découvrir. C'est chez Collective Adventure. Ensuite, le Saboteur, donc c'est le deuxième jeu Shikamic qui ressort ses grands classiques en édition 20 ans. Le deuxième jeu de cette avec C'est ce qui prend de ses anniversaires. C'est signé Frédéric Moyerson. Et vous êtes 35% à avoir envie de relancer une partie de Saboteur. Moi, je suis pas très fan de Saboteur. C'est pas mon jeu préféré. Moi non plus. C'est pas du tout un des classiques qui me plaît. Moi, alors que si ce qui prend, pourquoi pas. Oui, si ce qui prend, c'est sympa. Beaucoup de jeux cette semaine. Sous la colline, au bord de l'eau. Jeu de rôle, on avait déjà parlé de celui-ci dans l'univers de Tolkien. C'est visiblement cette semaine qu'il sort. Star Wars Unlimited. Donc celui-ci, forcément, il était très très attendu. Ça y est, on peut ouvrir les decks, on peut montrer les cartes. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, je crois. Ou demain, à partir de demain, je sais pas. Mais j'ai vu des gens ouvrir des boosters sur des vidéos. C'est vrai, c'est pas si grave quand même. Mais normalement, il fallait attendre jusqu'à demain. Mais bon, ici, il n'y a pas mort d'homme, effectivement. On est alors, rebelle. Vous y avez joué, vous ? Parce que j'ai vu que vous aviez fait une émission spéciale TCG. Oui, on a espéré avoir le temps d'y jouer, mais en fait, les journées passent trop vite et on n'a pas eu le temps d'y jouer sur cette journée-là. J'espère que dans les jours qui viennent, j'aurai l'occasion de sortir enfin ma boîte, puisque j'ai pris une boîte à Cannes. Moi aussi, j'ai hâte. J'ai ma boîte à Cannes et j'y ai pas joué. Storybox, les jeux dans lesquels on se raconte une histoire signée Julien Protier et Alexandre Droit, c'est la réédition de Dream On, mais avec des règles supplémentaires, notamment dans la boîte Rêve et Cauchemar, puisque ça change un petit peu. Il y a 2 boîtes qui sortent de cette gamme-là. J'adore. Donc, je suis très content que ce jeu reparaisse. Je trouve que c'est un jeu que presque tout le monde pourrait avoir dans sa maison pour l'été. C'est vraiment le jeu qu'on a envie de jouer en 2 secondes et qui marche avec beaucoup de public. C'est très très efficace, Storybox. J'aime bien parce qu'on voit des petits illustrés à la main derrière les boîtes. C'est les premières fois que je vois les boîtes avec les logos. Ça fait plaisir. Voilà. Donc c'était 31% sur Star Wars Unlimited. C'est pas tant que ça, hein, finalement. 39% sur Storybox. Valérian, c'est le jeu suivant. C'est un jeu de rôle dans l'univers de la bande dessinée de Christian et Mézières. Et c'est signé par Laurent Rambourg et Aurélien Allerini. 10% d'entre vous avez envie de le découvrir. C'est des scores de jeux de rôle, forcément. Villainous, nouvelle boîte remplie d'effroi à qui paraît. Vous êtes 27% à avoir envie de rajouter une boîte à votre collection de Villainous. Vinos, qui paraît dans une très très grosse boîte, très chic, illustrée par Yann O'Toole, le classique de Vital Lacerda, l'un des premiers jeux par lequel on a connu Vital Lacerda. Donc il reparaît donc dans une version luxueuse pour les collectionneurs. Il faut mettre le prix, mais pour ceux qui l'aiment, moi c'était un de ceux que j'ai préféré de Lacerda. Ah là là. Ah, pas toi? Mais si. Mais non, j'y ai pas joué, j'ai envie d'y jouer, mais c'est si cher. je soupire parce que à chaque fois je me dis toi aussi tu l'as aimé, flûte, faut que j'y joue quoi. Voilà. Et le dernier qui y a joué par contre, c'est le jeu de Bruno Feduti qui paraît chez On Game, Well to Look. Je sais toujours pas prononcer le mot baleine, je suis désolé, mais c'est que vous êtes 46% à avoir envie de le découvrir. Petit jeu de déduction assez malin avec des petits bateaux extrêmement mignons. Enfin, je veux dire, le matériel, là, on est vraiment dans le jeu. Je crois que c'est japonais ou coréen? C'est coréen, peut-être. Non, c'est japonais, je crois. Et c'est en tout cas, ça fait John matériel, Sasaki qui a aussi signé, parce que j'ai cité Bruno Feduti, mais je vois qu'il y a aussi on y pense moins, John parce qu'on le connaît un petit peu moins, forcément. Mais il ne faut pas oublier de citer tous les auteurs. Voilà pour ce jeu. Celui-là, je n'ai pas joué, moi. Je ne le connais pas encore. J'ai hâte de le découvrir également, mais je n'ai pas la boîte, donc... je vais me la procurer. J'en ai 2. Je pense qu'on peut s'arranger. Voilà pour les sorties de cette semaine. On est passé très vite, mais il y en avait beaucoup cette semaine.
Et on passe à la dernière rubrique de notre émission. La fois dernière, parce qu'on va parler des jeux qu'on a publiés également, des vidéos qu'on a publiées sur nos chaînes respectives juste à la fin. Mais juste avant, ce sont les financements participatifs. Il y en a quelques-uns cette semaine. Oui. Alors, on a plusieurs jeux en financement participatif. Je vois que tu en as noté pas mal en réalité. Sur lesquels allons-nous nous attarder? Grosse semaine en réalité, et je pense qu'on va en regarder 4 ou 5 peut-être même. Moi, il y en a vraiment un que j'ai failli pledger ce matin sur un coup de tête. Et, et en événement, ça arrive rarement. J'avais le doigt sur le truc, et c'est quand j'ai vu les frais de port, j'ai fait putain. 14 € de plus pour un jeu qui en coûte 30, c'est pas possible. Et puis t'as déjà fait Alterne ce mois-ci, tu peux pas en faire 2. Mais oui. Ah non, on est plus même mois. Mais là, j'avais envie de craquer, c'est pas ultra cher. Vous allez voir, on en parlera après. On va faire dans l'ordre que je m'étais noté. Et en fait, j'ai fait un ordre des nombres de contributeurs. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit comme ça, on a un petit indice de hype. Ce mois-ci, le projet qui a le plus de contributeurs et qui fait vraiment parler de lui, c'est Dying Light, qui a 5291 contributeurs actuellement. Là, on est un peu dans la catégorie zombicide, les jeux avec des zombies, avec des dés. Je le dis tout de suite, catégorie, moi, qui m'attire. A priori, pas du tout, mais après, il ne faut pas être fermé. Peut-être que ça peut être chouette. On est même dans cette catégorie, je pense à Assassin's Creed, ou avec des éléments de plateau. Limite, on est entre le jeu de figurines et le jeu de plateau. C'est pas vraiment. Des fois, j'hésite à en parler de cela parce que c'est presque un autre public, mais il y a quand même des ponts entre nous et le ciel. Non, alors c'est un jeu de Bartosz Tomala et Przemysław Zub. Ou Przemysław Zub, pour 1 à 4 joueurs. J'ai pas l'âge, j'ai pas le temps. Ça, c'était pas noté. Le pledge va de 60 à 594 $. Et en fait, c'est un jeu qui s'inspire, qui est une adaptation en jeu de société du jeu vidéo Dying Light, qui est un jeu vidéo qui est du... Je sais pas si c'est du first person, c'est du jeu de survie avec des zombies à la first person shooter, je crois, donc à la première personne. Il y a donc là en fait c'est un coop avec un vrai solo pour 1-4 joueurs, et on est effectivement dans la catégorie zombicide, mais avec des éléments, plein d'éléments en 3 dimensions sur la table. Ils mettent parcours et combat, urban exploration. Il y aura vraiment des comment ça s'appelle, des chapitres et des je tente parce que je sais pas du tout où tu veux aller. Des chapitres, une évolution dans une histoire, parce qu'il y a de la narration aussi. Je pense pas que ça soit l'essentiel du jeu, la narration. Je pense qu'on est vraiment dans du combat tactique. Petit twist particulier à ce jeu, en fait, on a un pool de dés qu'on va lancer et les actions se payent avec les dés, mais en fait, il y a des couleurs, il y a des faces sur les dés, mais en fait, on paye nos actions avec n'importe quel dé. C'est juste que, en fonction des faces, nos actions seront plus ou moins puissantes, plus ou moins fortes. C'est un système que je trouve assez épuré, assez intéressant, et que je vous laisserai découvrir si vous êtes amateur du genre de façon plus approfondie. Je vous l'ai dit, le pledge de base est à 60 €, ce qui n'est pas si cher. C'est le pledge qu'on prend pas en général. Enfin, il faut regarder un petit peu, parce que là, on regarde sur les... Je regarde, mais là, il y a le jeu de société, les stretch goals, et voilà. C'est la base. Tu vois, c'est assez parlant. Quand tu regardes le nombre de pledgers, on en a 708 qui ont pris le pledge de base. Et puis, quand tu vas chercher le gros pledge où il y a tous, c'est 3600. Donc, naturellement, forcément, les gens qui pledgent sont beaucoup plus nombreux à vouloir la totale, s'ils le considèrent comme la totale. Ouais, d'ailleurs, je regardais, mais peut-être que dans la version de base, il n'y a pas les éléments en 3D, mais c'est pas quelque chose que j'ai été voir avant. Bon, de toute façon, les spécialistes se renseigneront sur... C'est ça. Voilà. Si vous avez envie de le prendre, renseignez-vous quand même un petit peu. Le jeu suivant, c'est plus ma cam, déjà. Oui. Beaucoup plus. Ouais, moi aussi, je me demande si c'est pas un peu trop lourd pour ce à quoi j'ai envie de jouer actuellement, mais c'est Galactic Cruise. Je vais aller voir. Il me semble qu'il a l'air lourd, et notamment il a l'air lourd parce qu'il est illustré par Yann O'Toole, et on associe assez facilement les jeux de Yann O'Toole à des jeux très costauds, très lourds. Il est en dessous de la barre des 4/5. On est sur du 3,90/5. C'est costaud.
ça reste dans la mesure du raisonnable. Pour moi, on dépasse le 4, ça y est, on tombe dans le déraisonnable de la difficulté. Galactic Cruise, le thème est très cool. On est à la tête de sociétés qui vont organiser des croisières galactiques à travers l'espace. Avec Tom Cruise, j'imagine. Et bien sûr, avec Tom Cruise comme pilote de bateau, bien sûr. Alors, c'est un jeu de TK King, Dennis Northcote et Colton Thompson pour 1 à 4 joueurs, des parties de 90-150 minutes. On n'est pas là pour rigoler. À partir de 14 ans, le jeu de base est à 83 €, le pledge complet le all-in à 460. Et dans ce jeu, donc, on va organiser des croisières. Et en gros, à son tour, ça a l'air assez classique finalement. C'est un placement d'ouvriers. On va se placer sur le centre du plateau et on va aller chercher plein de choses. Donc, on va aller chercher des tuiles qui permettent d'agrandir son spaceship, on va dire. On va construire des navettes qui vont s'agrandir parce qu'on va aller chercher des tuiles. On va aller chercher des clients qui ont des envies différentes. On a des aventuriers, des familles, des gens qui veulent se relaxer. Donc, on va avoir des profils différents. Donc, on va leur faire des trajets différents. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des parcours de voyage pour marquer des points en fonction, bien sûr, du type de meeple qu'on va avoir envie de promener sur le plateau. Et il y a donc vous voyez, en gros, vous fabriquez vos croisières, vous les chargez de personnages, vous les envoyez, ça va vous permettre de scorer des points sur le trajet, sur votre plateau personnel. Le petit twist, c'est que les emplacements de plateau sur le plateau central, vous allez pouvoir à la fois vous y placer pour faire une action et les améliorer, c'est-à-dire que ça sera difficile à vous expliquer, il faut aller regarder, mais vous allez pouvoir construire des espèces de petites molettes qui relient 2 actions entre elles. Et donc, en fait, quand vous vous placerez à un endroit, vous aurez accès également à l'emplacement que vous aurez relié avec cette petite molette. Donc, plus le jeu avance, plus vous aurez de choix et moins vous serez bloqué par les autres. En fait, bizarrement, c'est un jeu où plus on avance, moins on est bloqué. Et voilà, il y a bien sûr des objectifs à remplir, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a l'air chouette thématiquement. Ça a l'air de faire assez sens. Ça a l'air extrêmement clair, comme tous les jeux illustrés par Yann O'Toole, qui a un sens de l'iconographie et du design assez fou. Et du coup, ça, j'avoue, c'est pas lui. Non, c'est pas celui que tu vas choisir. Là, je regardais le pledge que les gens font. En général, c'est le pledge à 129 €. Il y a 2700 personnes qui font ce pledge-là. Il y a plusieurs options, mais c'est souvent celle où on a l'impression de tout acheter que l'on fait. C'est le même cas que pour le jeu précédent. Et tu vois, en regardant les illustrations de Yann O'Toole, je trouve ça remarquablement efficace, chouette, mais je suis pas sûr d'aimer. Alors c'est bizarre parce qu'à la fois j'aime le travail qu'il fait, mais je suis pas sûr d'aimer l'ambiance que ça génère chez moi. Ça reste très froid quand même. J'ai l'impression de voir un super logiciel, un super tableur Excel, et c'est toujours cette impression-là sur ces jeux-là. Ouais, j'ai exactement la même sensation. Ça se décrit pas, c'est-à-dire que à la fois j'aime, à la fois je suis pas emballé par pas très chaleureux. Ça me transporte pas, voilà, exactement. Ouais. Ça me raconte pas quelque chose. Par contre, c'est extrêmement agréable à jouer mécaniquement parce qu'on s'embrouille jamais, quoi. Il a un sens de cette icône veut dire ça, donc celle-ci veut dire ça. On n'a pas besoin d'aller voir le livret, on comprend par logique ces icônes entre elles. Je le trouve toujours très fort à ce niveau-là. Donc je sais pas sur ce jeu, mais sur Voidfall par exemple, c'était très clair. Il a rendu un jeu ultra complexe, très très lisible et très 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 compréhensible, rien qu'avec son icono, quoi. Donc je suis assez admirative. Mais effectivement, ça me laisse un peu froide au niveau des émotions. Ça transporte pas, quoi. Et son Weather Machine était quand même très beau, avec des belles images. Il avait fait un effort, là. Donc ça, il y a quand même plus de 4000 contributeurs. Hein. C'est du gros. Il y a du monde sur les jeux de gestion, ça marche bien maintenant. Hein. Ouais, on est sur du gros volume. Harry Potter, alors il se termine, juste pour info, ça se termine le 3 avril. Le jeu précédent, ça se terminait le 20 mars. Et ça sera livré en février 2025 pour Galactic Cruise. Et si vous vouliez financer Dying Light, c'est en juin 2025. Hein. Donc, faut pas être... Un petit peu de temps d'attente. Voilà. On fait un tour du côté d'Harry Potter ? Oui, un petit tour du côté d'Harry Potter. Là, j'en parle surtout parce que, pareil, c'est un projet à 1974 contributeurs, donc on est quand même sur quelque chose d'assez prisé. On voit Harry Potter, oui. C'est Harry Potter. Et hormis la licence, j'aurais pas forcément été voir le jeu. C'est un jeu de combat en arène avec les sorciers
et donc avec des miniatures. Donc il y en a plein, ils vont se jeter dessus juste parce qu'il y a les miniatures. Et on va se jeter des sorts au visage. Donc il y a des tas de sorts sur les côtés de la table. Il y a aussi des potions. Je vais pas du tout rentrer dans les détails. Je vais pas m'attarder dessus parce que le gameplay est assez simple quand vous regardez et moi c'est ce qui m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire c'est ce qui ferait que j'irais pas forcément pledger un projet pareil. C'est que j'ai un peu l'impression que oui, d'accord, il y a Harry Potter. Oui, d'accord, c'est rigolo de s'envoyer des sorts au visage, mais est-ce que c'est mécaniquement à la hauteur? J'ai pas trouvé que dans ce qu'on me briefait, il y avait quelque chose de très nouveau ou de très spécial. Par contre, il y a toujours le plaisir d'envoyer un Avada dans le visage, in your face, de son adversaire. On va pouvoir faire des potions, on va remplir des quêtes, voilà. Mais ça a l'air d'être assez basique. C'est 55 € le pledge de base, 155 € le all-in. C'est un jeu de Sergio Garcia Vicente, illustré par Israël Pato. Ça sort chez Night Games et ça se termine le 19 mars. Alors, on va enchaîner avec le jeu est-ce que c'est celui-ci que tu as envie de pledger? Oui. Ouais, c'est celui-ci. Bon, ça m'étonne pas. Oui. Alors attends, parce que j'ai pas eu le temps de me noter tout, mais ce matin j'ai passé un long moment dessus. Déjà, c'est un jeu de Simone Luciani et Virginio Gigli. Je suis pas fan de tout Simone Luciani, mais quand il fait quelques bons jeux, puis c'est Thundergriff. En plus, c'est des éditions qui sont nickel. En général, elles sont très très chouettes en version KS. Les jeux de Thundergriff, pas toujours donné, mais bon, c'est chouette. C'est mort, ça y est, je le veux. Moi, j'ai souvent fait pour l'éditeur, en vrai. Ouais. Il s'appelle Heatherstone. C'est un jeu de cartes évolutif de Virginio Gigli et Simone Luciani, illustré. C'est Paolo Voto, l'illustrateur. En plus, Voto, ça fait penser au vote, aux élections, tout ça. Waouh. J'essaie de trouver des arguments. Tu exagères un petit peu. Est-ce qu'on va réussir à faire pledger Pénélope avant la fin de ce live? L'illustrateur de Hats et de Darwin's Journey. Il fait quand même du beau boulot, le garçon. Donc, c'est un jeu de cartes avec des factions, différentes factions. On va en choisir, il y en a plein, je crois, dans la boîte. On va en choisir un certain nombre pour la partie en cours et on va jouer avec ces factions-là. Et c'est un jeu un petit peu, je trouve, dans ce que ça me briefe, ça me rappelle un peu une vibe à la Res Arcana. On va avoir une première phase de draft ou alors on va partir avec des cartes, des decks, enfin pas des decks, mais des mains déjà construites. Mais on va faire une phase de draft en prenant des cartes de toutes ces factions au choix. Et on va ensuite jouer nos cartes. Et le principe, c'est en gros, on a un chef de clan qui nous donne une base et puis quelque chose de départ et un peu des buts. Et en fait, à son tour, on va tout simplement soit jouer une carte devant nous, en payant son coût en ressources, en effectuant éventuellement ses effets de base. Soit on va drafter un dé. Ce dé nous donnera des ressources qui nous payeront les cartes qu'on va jouer, mais ce dé, et c'est ça que je trouve très malin, le dé quand on le draft, à la fois il nous donne des ressources correspondant à la couleur du dé, et en plus il va activer certaines de nos cartes qu'on aura précédemment posées. C'est-à-dire que en bas des cartes il y a des faces de dés, et donc on va combiner, j'ai envie de ces ressources-là, mais ce dé-là me permet de faire d'enclencher les actions de ces cartes-ci. Et le truc, je sais pas pourquoi je dis le truc qui est très malin, mais je trouve que ça a l'air très très bien foutu et très malin, et ça a l'air d'être très combotatoire. Et alors, truc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le truc qui me fait penser un petit peu à Res Arcana, c'est qu'il y a cette phase de draft où on va donc récupérer une main, mais après on a notre main. C'est comme dans Res, c'est-à-dire qu'on aura nos 7 mains, nos 7 cartes en main, et on va jouer sur ces cartes. On n'en aura pas d'autres. On va faire toute la partie avec ces 7 cartes qu'on aura récupérées. Et donc, ce qui va changer, c'est juste qu'à chaque tour, il y aura un pool de dés différents qui va nous faire. Va falloir qu'on soit intelligent sur quelle carte je joue en premier, quelle carte je joue en deuxième, qu'est-ce qui va comboter avec quoi, comment je vais récupérer mes ressources.
J'adore ce genre de jeu. C'est pour moi, c'est rien que là d'en parler, ça me fait très très envie et je trouve que en plus, alors nos cartes ont des points de vie, on va éventuellement, je pense, pouvoir attaquer l'autre. On va pouvoir aussi affronter le void, c'est-à-dire il y a un marché avec 3 cartes qui sont des cartes qui seront renouvelées, hein, mais qui sont un genre d'adversaire. Et c'est un jeu qui se base sur les points de victoire, donc on essaie d'avoir le plus de points de victoire en fin de partie, soit en affrontant les adversaires, soit avec nos combos de cartes, etc. Et je pense que il y a voilà. Non, moi je suis hyper emballé. Hein. En plus, je trouve le matos super beau. Attends la fin de l'émission. 90 € pour avoir la totalité. C'est pas si cher que ça. C'est surtout que le pledge de base est à 30 €. Oui, moi, je me dis, mais lequel on fait. Français, puis il y a le côté jeu de cartes évolutif quand même qui, on a tendance à se dire on veut la totalité sur ce genre de choses. Ouais, si jamais j'aime, je veux tout. Et c'est en français. Ah, ça, c'est très important. Ouais, ça, c'est vraiment le petit détail qui n'en est pas un. Mais ça n'en est pas un. J'ai regardé dans la FAQ, ils disent bien le jeu sera disponible en français. Voilà, ça fait envie. Hein. Ça fait envie. La Deluxe Edition à 55 € vient avec tous les éléments en bois, les pièces en métal, une belle couverture différente. Bref, je suis là. Moi, ça faisait longtemps. C'est dans mon budget et c'est exactement ce que j'aime et je trouve ça beau. Donc alors les précédents jeux de Thundergriff ont été publiés en version française par BlackRock derrière, donc je ne sais pas si ça sera le cas de celui-ci aussi. Il y a ça aussi, bien sûr, mais ça c'est loin. Parce que oui, bien sûr, non, mais t'as raison. Et je me dis je me dis dans un an, j'aurais oublié que je l'ai pledgé, donc ça me fera un jeu gratuit. C'est exactement ça. Si tu le payes aujourd'hui, c'est gratuit. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est la logique du Kickstarter. Et voilà, donc c'est Heatherstone. Vous avez compris que j'étais pas du tout. Là, j'étais complètement sous le charme, et c'est pas souvent que ça m'arrive sur. J'ai pas encore prévu de jingle, mais j'ai changé de Stream Deck. Tu sais, maintenant j'ai 16 places pour pouvoir mettre énormément de choses. Non, plus que ça, j'en ai 24. Je suis en train de compter. Il fait 4. 32. Waouh! J'ai 32 places. Donc, je peux mettre des jingles maintenant, des jeux achats immédiats, des trucs comme ça. Ouais, ça, c'est ça. Je le veux. Je le veux, c'est pas mal, hein, tout simple. Hein, c'est efficace. On va réfléchir à tout ça. J'en veux. Mais oui, celui-là, je le veux. Et je peux terminer rapidement avec un dernier pour digérer. C'est Meeple Inc. Oui. Qui a alors là, c'est pour le matos qu'on a envie de l'acheter, celui-ci. Oui. Pas pour le gameplay. Je suis pas sûr que le gameplay soit à la hauteur. J'ai regardé, c'est extrêmement basique. Vous prenez votre ouvrier, vous allez quelque part. Mais il y a des petites boîtes, regardez. Il y a des petites boîtes de jeux de société. C'est trop malin. Ça va plus loin que la petite boîte. Ça va plus loin que la petite boîte. C'est qu'en fait, dans ce jeu, vous êtes un éditeur de jeux de société. Vous allez fabriquer votre jeu de société pour le mettre en vente et essayer, attention, de remporter des prix. Oui, les petits dés qu'on voit avec des petits meeples dorés au-dessus, ce sont des prix, comme l'As d'or, quoi. Et ça me fait selon des critères. Alors eux, c'est selon des critères très précis. Mais ce qui est très très marrant, c'est que dans ce jeu, votre plateau de jeu, ce sont des tables, des fausses tables de jeu. Donc c'est assez pareil, c'est des tables hexagonales avec un deuxième fond, avec un genre de petit tapis. On a vraiment et on va en fait embaucher des gens, des éditeurs, de la com, etc., pour mettre autour de la table. Ils vont nous apporter des capacités pour avoir, par exemple, celui-là, il me rajoute 1 ou 2 de mécanique à mes jeux de société, donc je vais pouvoir faire des jeux de société de niveau 2 en mécanique, parce que j'ai ce mec-là, voilà, tu vois la petite table avec les gens qui se mettent autour, et truc ultime, tu fabriques ton jeu, c'est-à-dire que tu choisis la boîte, tu vas mettre dedans les tuiles qui sont les caractéristiques de ton jeu, du type, là c'est une mécanique comme ci, ça c'est le visuel comme ça, voilà, et quand ta boîte est faite, tu le vends et éventuellement tu gagnes le prix. Voilà, évidemment. Voilà, avec les mini Cadax, avec une version en français. On a même Nix qui nous dit que c'est le jeu auquel tu as immédiatement envie de rejouer. Il a fait sa petite phrase. Aussitôt que tu l'as fini, il y a quand même quelques arguments pour le prendre. Faudrait lui demander, faudrait aller voir, il a dû faire une vidéo, j'imagine. Ouais, je vous recommande la vidéo de Nix que je suis allé voir pour un peu me briefer sur ce jeu. Et il est, comme d'habitude, il est extrêmement clair, extrêmement. En général, il donne les points négatifs, les points positifs, donc ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne pour découvrir comment fonctionne le jeu. J'imagine que la vidéo est en dessous. On doit pouvoir la trouver directement sur la page. Voilà, le all-in est à 118 pounds et
La version de base est à 45 pounds avec du shipping, bien sûr, qu'il faut rajouter à ça, qui sera une fortune. Non, 8 euros. Ça va. Voilà. Mais en gameplay, c'est l'autre qui me... Voilà pour les jeux en financement participatif qu'on vous propose cette semaine. Il y en a comme d'habitude d'autres, mais on reviendra dessus éventuellement plus tard. Il y a des extensions aussi qui arrivent, comme cette nouvelle boîte de Ready Set Bet, High Roller, qui est une version de fou avec tous les tokens sont remplacés par des jetons, c'est magnifique. Voilà. Avec un tapis en néoprène pour remplacer le tapis de base. Bon, après ça reste Ready Set Bet. Ça m'a permis de voir qu'il y avait dans des festivals des parties de Ready Set Bet organisées avec plein de tables différentes et un seul écran commun. Oui. Ça m'a vendu un rêve de dingue. Moi, j'ai même vu des parties qui étaient organisées à l'hippodrome de Longchamp avec des vrais chevaux et des vrais gens qui... C'est fou, ça. Les gens vont loin, en fait, sur ce jeu-là. Je te trouve bien piquant. Voilà pour la rubrique des financements participatifs. Pas mal de choses cette semaine. Oui. C'était une émission assez chargée en informations sur les jeux qui sortent, des jeux qu'on a vus pour l'avenir, les jeux qui seront pour l'avenir plus lointain, donc les financements participatifs sur lesquels vous pouvez pledger. On va terminer, comme chaque semaine, par les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. Il y en a eu quelques-unes, vous avez de quoi faire cette semaine, puisque là, on est revenu notamment sur Cannes. Déjà, on commence par ta chaîne. On a 3 jeux que tu présentes. Archéologeux, c'est l'émission que tu fais avec Paul Gara. Vous êtes revenu sur un de mes jeux favoris, Seasons. Oui, on a essayé de t'invoquer. On a fait toute l'émission en te citant sans arrêt, en espérant que tu arrives à un moment dans le chat. mais oui, on a rejoué à Seasons et on en a profité pour faire toute une petite... biographie de Régis Bonsey à l'occasion d'Alterhead. C'était chouette. J'ai eu l'occasion de jouer sur Cannes parce qu'il y avait un tournoi qui s'est fait sur BGA et le vainqueur de la finale, si j'ai bien compris, affrontait une personnalité. Ils m'avaient choisi moi sur Season, ils ont bien fait. Et donc j'ai eu l'occasion de jouer, ça m'a fait plaisir de ressortir la boîte. Oui, j'ai gagné évidemment, quelle question. Ah évidemment. Franchement. Mais c'est super, Seasons, vraiment, ça a pas vieilli du tout, ça marche toujours extrêmement bien. Non, c'était chouette. J'étais un poil trop pressé sur cette vidéo parce que j'avais qu'1 heure. Et Seasons, en fait, t'as envie de prendre le temps quand même, malgré tout. Mais c'était chouette de pouvoir y rejouer en physique parce que finalement, on joue peu en physique maintenant. On joue souvent sur BGA. Tu as fait donc la vidéo sur Balloon Pop, dont on a parlé tout à l'heure, avec Reventis. Ça manque de pop. Il y a pas mal de ballons, mais ça manque de pop. Et t'as déjà mis en ligne la vidéo sur les sorties que t'as tourné ce lundi, non? C'est pas ça? Ouais. Ah bah efficace. Parce que faut y aller, quoi. Parce qu'on est déjà le 6 mars, donc ouais. Et j'ai changé ma vignette pour être très clair. Ouais, elle est chouette cette vignette. Au moins, attention, tu vas te retrouver à passer plus de temps à faire les vignettes, tu vas perdre du temps. Mais il faut dire, c'est assez rigolo à faire les vignettes. Quand on a le temps, oui, ça vaut le coup de les faire. Ça donne l'impression qu'on a changé le contenu, alors que non. Voilà, donc la vidéo sur les sorties de mars 2024. Nous, sur notre chaîne, alors on a rediffusé tout ce qui a été fait pendant le Festival international des jeux de Cannes, à commencer par les conférences. Donc ça s'adresse à un public assez limité en général. C'est pas des vidéos qui font beaucoup de vues, mais par contre, ça fait un archivage de ce qui s'est passé sur Cannes. La Grande Guerre du désert 39-43 par le Carré Histoire, c'était une conférence assez intéressante, assez longue, mais assez intéressante parce que très pointue. Ceux qui l'ont regardé en général sont ravis d'avoir passé ce moment-là. Et ça vaut le coup en fait de les rediffuser parce qu'il n'y a pas forcément grand monde dans la salle sur chacune de ces conférences, mais ça intéresse des publics spécifiques qui vont pas forcément sur Cannes. Il y a eu jouer et coopérer contre les violences et les discriminations. C'était pas des thèmes très fun, mais c'est des thèmes qui sont importants. Ça montre aussi que le jeu peut être sérieux. Au-delà du divertissement, on a compris, c'est pas très fun, mais c'est là aussi les sujets importants. D'ailleurs, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'amuser autour de la table. Exactement. Soyons honnêtes. C'est les conférences qui sont organisées aussi par Forgenex et Gaëtan Bojano à l'animation. On les remercie pour toute l'énergie qu'ils mettent sur le monde du jeu. Des Serious Games, vous êtes sérieux? Là, c'est pas Forgenex sur celle-ci. Par contre, sur les IA d'illustration, on revoit Gaëtan Bojano ici à gauche qui anime cette conférence-là avec Mathieu Almel, Cédric Comon et Pierrot. La conférence sur reconnaissance du produit culturel en jeu et état des lieux, avec quelques personnalités aussi du monde du jeu, je ne les cite pas tous. On a diffusé nos lives de Cannes, donc les 3 grosses vidéos qui durent des heures et des heures. Mais tu vois,
il y en a quand même une qui a été vue 2700 fois, celle-ci. Bah, Et on disait souvent, il y a eu une époque, on disait, oui, si tu fais des vidéos de plus 1 heure, personne ne regardera, etc. Bah, pas forcément. sur ces sites, sur les lives, alors ils font beaucoup Ouais. moins de vues Bien sûr. que les Bien autres sûr. vidéos qu'on fait à côté, parce que forcément, ça demande un investissement, puis surtout, vous les avez déjà regardés sur Twitch. Sur Twitch, on peut regarder les stats, on est sur des 7-8 000 vues, donc en réalité, vous êtes très nombreux à les avoir regardés en replay directement. Là, c'est la fameuse séquence Hello les coquinous. C'est interdit pas sur moi. ma chaîne, ça. C'est pas moi, c'est Damien, il était là, il était bien, il était à l'aise, il s'est lâché, il a appelé les gens les coquinous. Bon, bah moi, j'ai On en trouvé ça plaisante. rigolo. Mais oui. Oui. Mais oui, on était on fire. Vous n'étiez pas là. Et quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Clairement, c'était. 3e live le samedi, donc des longues vidéos. Alors, je crois que c'est sur le samedi qu'il n'y a pas la rubrique Yellow qui n'a pas été reversée sur YouTube. Allez la voir sur Twitch, du coup, si vous voulez les annonces. Pourquoi ? Parce que ils ont annoncé beaucoup de nouveautés et puis ils préfèrent. Alors, c'est rigolo parce qu'ils nous ont dit je préfère que ça soit pas sur YouTube parce qu'on en a dit beaucoup trop de choses d'un coup. Laissons-le sur Twitch, c'est mieux. Ok. Donc, tu as 1000 vues sur YouTube, tu en as 8000 sur Twitch. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais j'ai respecté la consigne. Et puis la dernière vidéo avec tous les au revoir aussi, la fin de l'aventure Cannes de cette année-ci. Vous pouvez tout retrouver en ligne, donc c'est de l'archivage. Essayez de trouver Antares sur cette vignette. Il est caché par des mains, je suis désolé, mais j'ai trouvé une image où il y a tout le monde. Damien y est passé juste, mais Antares, il n'est pas, on le voit plus. Allez, c'est pas simple de mettre 8 personnes en même temps. Ensuite, on a d'autres vidéos qui ont été diffusées sur notre chaîne. On a la partie de Boréal qu'on a diffusée hier avec Mathias. La partie de Faraway qu'on a diffusée avec Corentin qui fait un score merveilleux sur cette partie-là. Vous pouvez le découvrir. Et on en plaisante parce que c'est rigolo. Il en plaisante lui-même. Et les jeux du chalet, c'est la reprise du format dans lequel on parle des jeux et puis on s'est adapté. Ça faisait très longtemps que j'avais pas diffusé une vidéo dans laquelle on se réunit pour parler des jeux qui sont sortis et nos avis sur ces jeux-là avec la fameuse ponctuation de ces vidéos. Est-ce que le jeu rentre dans ma ludothèque ? C'est le numéro 142. J'étais content de le faire. Il a fallu que je fasse mon deuil de le faire en direct. Ça m'a pris beaucoup de temps en réalité de le faire en montée, en direct. Ouais, de le en faire. format monté. Ça m'a pris beaucoup de temps, puis là, c'est bon, j'ai accepté, ok, on n'a plus la même équipe, on pourra plus faire les choses de la même façon, c'est le format qu'on faisait très souvent à 2 avec Sylvain, donc là, on a, du coup, enfin changé la formule pour pouvoir la rediffuser, parce que quasiment 6 mois qu'on l'avait pas fait, c'est beaucoup trop long pour notre chaîne, c'est un format qui est très important, et on va pouvoir les diffuser de temps en temps en live, donc vous êtes certains... Ces nouvelles vignettes, elles sont super, hein. Voilà, celle-ci, je sais pas si je devrais comme ça à chaque fois, j'en sais rien, mais ceux qui ont vu la première, j'avais fait une première version de la vignette et j'ai changé en cours de route. Bah oui, j'ai vu. En me disant que c'était pas assez impactant. mais celle-là est très très impactante en tout cas. Marie a l'air contente d'être dans l'avion. Non, mais elle est trop chouette et c'était vraiment. Moi, j'ai regardé toute l'émission en direct, j'ai trouvé ça super et je sens qu'il y a un bon accueil sur YouTube et je trouve ça très bien. Voilà, il y aura. On en a tourné 2 pour tout dire. On en a tourné une qui a été diffusée en direct et la deuxième, on l'a gardée en stock pour la semaine d'après les Sabliers d'Or parce qu'on n'aura pas le temps de pouvoir retourner avant les Sabliers d'Or. Donc elle est en stock. De temps en temps, ça sera en direct, de temps en temps, ça sera en montée, mais quand on fait des sessions, on fait venir des gens, ça vaut le coup d'en faire plusieurs. Voilà bien pour sûr. Ce format-là. Et remercie ceux qui nous soutiennent. Je vois qu'on a Mougli d'Armor qui a renouvelé son abonnement également. On a aussi eu un tip. On a Ludovic Maublanc qui a renouvelé son abonnement. Et on a eu quelqu'un qui a tippé pendant l'émission. Donc sur Tipeee, ça nous est très utile également. Je cherche le nom du coup. Hop, pour remercier en direct Lou S qui a envoyé un tip. Merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces différentes émissions. On arrive à la fin de ce format. Merci Pénélope. Mais merci Martin, c'est toujours un plaisir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain format des Actus Ludiques, le dernier avant les Sabliers d'Or. Yes. Ciao. Bonne journée à tous.